21h38 dans l'after sur RMC et BFM Sport. Tiens, j'en profite pour vous donner quelques autres petits résultats des matchs amicaux de pré-saison. Je vous le disais, un Lyon qui a battu le Celtic 4-0. Saint-Etienne qui s'est imposé également 4-0 face à Dijon cet après-midi. C'est pas mal, hein, toi qui nous parleras. C'est bien, je suis bien curieux de savoir qui sont les buteurs. Si tu me laisses un petit je instant, vous laisse. je vais essayer de te trouver ça. Je dois t'avouer que j'avais pas forcément. Écoute, j'ai Bamba, Tanan, Dabo et Diony. Bah tu vois, il y a des recrues qui ont marqué. Oui, ça Bamba, Diony. Mais Bamba, je crois que c'est retour de prêt, non? Ouais. Oui, mais il y a pas dans les quelques recrues stéphanoises, il y a 3 retours de prêt pour l'instant. J'ai Yanko et Diony, vraiment les vrais recrues. J'ai d'autres résultats. J'ai notamment Bordeaux qui a battu Bastia 2-0. Bordeaux qui continue à affiner son équipe. Et puis Montpellier qui a battu Rodez, qui a été battu par Rodez. Rodez qui décidément tombe tous les clubs de Ligue 1 puisqu'ils avaient également battu Toulouse en match amical. Bien. Beaucoup de jeunes vous êtes complet, monsieur Souk. Je tiens à le souligner et je vous le fais remarquer. Et pour être encore plus complet, exhaustif. Oui, t'as vu. Bon, enfin, je suis pas exhaustif parce que je suis pas tout à fait exhaustif quand tu vois la liste de matchs amicaux que j'ai à côté de moi, mais j'essaie de donner en tout cas ceux qui nous très complet. Ceux qui nous intéressent le plus. On était censé être avec Gaël Angoula dans l'after. Gaël Angoula est-il là? Non, Gaël Angoula n'est pas là. Je crois qu'il y a quelques petits problèmes de liaison. La ponctualité chez les arbitres, c'est important, hein, parce que s'ils commencent les matchs en retard, on peut pas commencer. Je crois qu'il est là. Si, il est là. Bonsoir Gaël Angoula. Non, il n'est pas là. On a un petit souci avec Gaël Angoula. Pourquoi vous voulez parler de Gaël Angoula? C'est quand même un destin assez incroyable, trajectoire improbable. L'after avait prévu de le recevoir. Pourquoi? Parce que vous savez messieurs, Alpha François, c'est un joueur qui a connu une adolescence un petit peu difficile dans les quartiers du Havre. Il a fait de la prison. Pardon. Il a fait de la boxe taille. Il a fait de la boxe taille. Et moi j'ai dit le truc sympa. Il a fait de la boxe taille. Il a fait de la prison. Non, mais il a fait également de la boxe taille. Il a envie de revenir une fois qu'il a dit qu'il a fait de la. Il est passé. Non, mais tu vois pourquoi c'est important, parce qu'en fait c'est là que en fait il a eu la main tendue de la part d'un recruteur pour aller jouer dans un petit club et commencer sa carrière. Hein? Pas si sûr. Exactement. Et donc voilà, ça lui a permis de faire une carrière pro d'un petit peu moins de 10 ans. Il y a eu des passages à Bastia, à Angers, à Nîmes, avant finalement de décider de se reconvertir comme arbitre de foot. Je le vois pas. Il est censé être sur ma tablette. Est-ce qu'il est là, Gaël Angoula? Et toujours pas là. On a l'habitude d'appeler dans le jargon, on va meubler. Eh ben non. Donc sur la carrière de Gaël Angoula. On va passer à autre chose et dès qu'on aura dès qu'on aura Gaël Angoula, évidemment, on reviendra vers lui. Il a brûlé un feu et du coup il est retourné. Ce qui peut se faire à 21h40 dans l'after peut également se faire à 22h. On va essayer. Je crois qu'il y a un petit problème avec la liaison téléphonique, mais voilà, ce dont on avait prévu de parler tout à l'heure à 22h dans l'after, on va en parler d'ores et déjà. Les lofts de la Ligue 1, messieurs. Je vous pose cette question. On vous l'a posé sur le hashtag RMC Live sur Twitter. Le joueur de foot n'est-il pas devenu plus que jamais une marchandise comme une autre? Là, je te vois sourire parce que tu es impressionné par ma capacité à meubler. C'est ça, François? Non, mais c'est un vrai boulot de meubler comme ça. Hein. Non, t'as vu? Je pense qu'on aurait pu meubler aussi sur le costard blanc magnifique de Alpha, parce que là, je pense que ce soir, on finit à 23h. La nuit va être longue pour Monsieur Baldé. Mais on va plutôt se diriger vers le sujet des lofts. Voilà. Parce que sur le costard blanc, il est très enfant, François. Il est Messieurs, parlons de foot. Les lofts. Je vous pose cette question. Le joueur de foot n'est-il pas devenu plus que jamais une marchandise comme une autre? Alors bon, oui, d'accord, mais on parle du loft de Lille, Enyama, Mavouba, Martin, Bassa, Palmieri, Botéac, Sliti, Talo, Sunzu, Nangis, Eder. On peut parler de celui de Rennes, Sio, Chantom, Zéphane, Silla, Saïd. C'est plus un loft. On peut parler de celui de la SSE, Roux, Clément, Mopé, Polomat. Il y a PSG qui est en train de se faire un petit loft. On parlait tout à l'heure aussi de Serge Aurier. Trichovic. C'est un penthouse qui sont en train de faire. Ouais, mais enfin bon, vous savez, les lofts, ça coûte cher dans l'immobilier parisien. Tout ça pour vous dire quoi, messieurs? Tout ça pour vous dire que le cas Ben Arfa est un petit peu quand même emblématique. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi de se tirer une balle dans le pied de la part des clubs à force de mettre des joueurs sur la touche comme ça? Alors, Timothée qui était au Touquet avec Lille nous a quand même confirmé qu'il y avait quelques lofters lillois qui avaient eu la possibilité de jouer, donc de s'exposer pour que leur valeur marchande ne disparaisse pas avec leur inertie dans le loft. Non, je pense pas qu'il y ait de risque parce que c'est calculé par les directions des clubs, calculé entre guillemets
pour que le joueur comprenne déjà un message très clair, on ne compte pas sur toi, parce que c'est un message qu'il faut envoyer si le joueur a envie de s'accrocher, ce qui est humain de sa part, hein, il n'a pas envie de se barrer, surtout si la soupe est très bonne, ce qui est le cas des Parisiens, et que le club ne l'entend pas de cette oreille, il lui fait comprendre d'une manière sèche. Non, il faut prendre la porte, mais avant que tu la prennes, tu vas continuer à te préparer physiquement, ce qui est, je pense, quelque chose que le club en France doit aux joueurs par rapport à la charte du joueur professionnel. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. C'est un peu plus maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. Mais tu vois, par exemple on a un joueur, je te parlais de Zéphane à Rennes, le latéral, tu vois, il dit on n'a pas les mêmes séances que les autres. Il l'a dit là cet après-midi. On n'a pas les mêmes séances. Mais on s'accroche. Oui, non, mais bien sûr qu'il peut s'entraîner. Concrètement, quand même, on te fait comprendre que tu n'es plus non plus tout à fait dans l'équipe. Après, sur la valeur marchande, est-ce que le joueur est plus ou moins une marchandise? Non, c'est une marchandise, pas comme une autre évidemment, mais c'est un joueur qui, lorsqu'il signe un très très beau contrat, il est une marchandise contente, et puis lorsque ça se passe un peu moins bien ou carrément mal pour lui, il est une marchandise déçue. Ils rebondiront. Alors, moi je suis partagé, je suis d'accord avec toi, parce que le club n'est pas obligé, mais en tout cas, pour se débarrasser de certains joueurs, est obligé peut-être de leur faire comprendre à cette manière-là. Moi, je te prends l'exemple de Sio à Rennes, qui récemment a eu une dispute chaude avec Gourcuff. Sio n'a pas arrêté de demander à ce qu'on l'éclaircisse sur son avenir depuis la fin de saison dernière. Ce qui n'aurait pas, on connaît que dans ce métier, moi pour parler à certains joueurs vraiment, on ne vous dit pas exactement ce qu'on pense. Voilà. Moi, je pense que c'est ça qui amène les lofts au fait. Non, mais justement, il ne faut pas rigoler sur ça, parce que le problème, il vient de là. Parce que du moment où tu les caches un petit peu ce que tu veux faire avec eux, ou ce que tu leur proposes dans la durée, tu es obligé. Oui, non, mais il y a plusieurs choses qui posent problème. C'est-à-dire que le joueur à Lille, il y en a un paquet qui s'en plaignent. C'est-à-dire que si tu le veux pas, dans ce cas-là, tu le préviens dès le mois d'avril, dès le mois de mars, dès le mois de janvier même. Tu le préviens, tu lui dis, tu prends les devants, tu convoques le joueur. Moi, je sais que si on n'a pas eu, le cas personnel, je connais le papa. Le cas personnel de Sio, c'est un petit peu ça. Il n'a pas eu de discussion en tête-à-tête au fait avec la direction. Voilà, il y a souvent des esquives, il y a souvent des réponses qui sont sous-entendues, mais il n'y a pas de réponse claire au fait. Donc au final, ça t'amène quoi dans quelle situation? Ça t'amène à avoir beaucoup de joueurs avec lesquels tu veux te séparer, mais avec lesquels tu n'as pas le courage d'aller dans le fond du sujet au fait. Donc au final, tu as un loft et tu as du mal à t'en débarrasser, parce que quand tu dis loft, les autres clubs ont du mal à venir pêcher dedans, parce que c'est péjoratif limite, j'ai envie de dire. Parce que quand tu dis c'est des joueurs qui sont recalés, ou c'est des joueurs qui ne rentrent pas dans les plans d'un club de Ligue 1. Donc ce qui fait que déjà ils sont étiquetés loft, comme l'auditeur nous étiquettait tout à l'heure, François, et ça m'a fait sourire. Donc c'est péjoratif. Donc ils ont un petit problème au fait pour se relancer, c'est Lofter. Mais voilà, il faut que le coach qui arrive, alors dans le cas où il y a un nouveau coach qui arrive, comme à Saint-Etienne, Oscar Garcia, qui a observé pas mal de Lofter, qui en a trouvé un ou deux qui sont pas mal, avec lesquels il veut composer, ça peut changer. Mais dans le cas comme Gourcuff, où c'est lui qui était là la saison passée, où tu as des Lofters, je pense que c'est quand même très compliqué d'aller chercher un Lofter à Rennes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je crois, oui, je vois, mais je suis pas d'accord sur le fait que l'étiquette, la pancarte Lofter soit à ce point dommageable qu'elle fasse perdre sensiblement la valeur du joueur. Il en perd un peu. C'est pas ce que veut le club en tout cas. Il en perd un peu, mais c'est pas ce que veut le club. Mais en même temps, c'est au club de trancher. Alors après, je vais revenir sur ce que tu as dit en revanche sur on le dit ou on ne le dit pas, et si on le dit, comment on le dit. Parce que ça m'intéresse aussi. Mais pour revenir à l'aspect mercantile, c'est pas ce que veut le club, parce que le club veut quand même en tirer un bon parti. C'est pas des philanthropes, ils les mettent dans un loft, mais c'est là où tu as quand même le double discours, quoi. Il faut les vendre, mais tu sais que mais tu le mets dans le loft, tu le vends comment? Si tu le mets, tu l'écartes du groupe, c'est aux agents de faire leur travail, c'est aux clubs qui n'ont pas de grosses ressources et qui se disent que là, il y a des coûts à faire et qui vont sans doute se débloquer au mois d'août, et notamment sur la dernière quinzaine du mois d'août, et de récupérer à moindre prix, tout en proposant des salaires très intéressants pour le joueur, des types qui sont écartés. Après, c'est au club, quand il écarte, justement, quand il met de côté ses joueurs, d'assumer. On les met de côté parce que le nouvel entraîneur, la direction sportive n'en veulent plus. On va peut-être perdre de l'argent, mais il ne faut pas non plus que ce soit catastrophique. Mais voilà, c'est le jeu. L'autre chose dont tu parlais par rapport à la situation de Sio, et tu t'en servais comme exemple en disant oui, mais voilà, il n'a pas été vraiment prévenu. Alors ça,
encore une fois, bienvenue en France, où on en est toujours à ne pas bien assumer des situations managériales, à ne pas dire les choses très clairement, on ne veut plus de toi. Et en ce sens, ce qui est intéressant par rapport à la situation des lofts, c'est qu'on se rapproche de plus en plus du monde de l'entreprise que nous connaissons tous. Il faut prendre des cas concrets, François. Justement, il faut prendre des cas concrets. Tu vois, c'est des joueurs de Saint-Etienne qui, il y a quelques années, avaient raconté, je te parlais de Montsoro, je te parlais de Bayalsal, ils avaient raconté, on nous fait vider nos casiers, on nous vire de la photo, mais les gars, on nous enlève notre place de parking, sauf que tu restes quand même dans le monde de l'entreprise. Mais tu restes quand même un salarié du club. Et psychologiquement, je peux te dire que c'est un gros coup pour ces joueurs-là. C'est pour ça que je te dis que quand tu les mets dans ce loft-là, ça devient un petit peu négatif. Parce qu'aller piocher quelqu'un dans un loft, c'est déjà faire un travail psychologique lorsqu'il vient dans un nouveau club. C'est qu'ils se remettent les idées en place. Parce que le mec est content quand non, mais c'est sûr qu'il est content. Mais il a tellement envie de se surpasser, d'en faire plus, qu'il peut se griller également, tu vois. Donc, il y avait un loft qui avait un nom, enfin, qu'il a toujours. C'est l'équipe de foot de l'UNFP. Oui, ça a un nom. Oui, mais c'est différent. Ce sont des joueurs qui ne sont pas sous contrat. Ce ne sont pas des joueurs sous contrat, ce sont des joueurs professionnels. Non, mais peut-être, mais ce sont des joueurs professionnels qui ne sont pas sous contrat. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il faudrait pas non plus trop les brosser en sens du poil. Non, mais c'est pas la question. C'est pas la question. Moi, je me pose juste une question, en revanche. Ils sont dans le monde de l'entreprise un peu plus classique. Je partais oui, non, mais bien sûr, ce sont des joueurs qui gagnent beaucoup d'argent, effectivement. Mais je prends le cas d'un Krikoviak, par exemple. Quel est l'intérêt de l'avoir fait venir? Parce que là, c'est quand même une volonté de l'entraîneur. C'est une volonté de l'entraîneur de l'avoir fait venir au Paris Saint-Germain. Tout ça pour lui dire, va-t'en, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Ils sont plantés, ça fait partie de ce qu'on appelle une erreur de recrutement. Par contre, il est à la tournée aux États-Unis. Non, il est pas à la tournée. Il est parti dans le 5e arrondissement. Ouais, Krikoviak, il est resté avec Aurier. Ouais, mais tu te plantes, t'as le droit de te gourer. Oui, t'as le droit de gourer, mais Ressé, par exemple. Je pense que. Ressé, il doit y avoir d'autres raisons pour lesquelles je pense pas que ce soit au niveau financier. J'en sais rien, mais Ressé, il amène avec eux. On ne sait pas si Antero Henrique ou si Unai Emery disent pourquoi pas, on va lui donner une deuxième chance. Et puis Krikoviak, ça a été un tel four comme Ressé d'ailleurs, et comme Ben Arfa. Et puis sur Ressé, Krikoviak et Ben Arfa, ils ont décidé d'en laisser 2 sur le carreau. Moi, je reste persuadé que ça reste un manque d'audace. Et ça quoi de les amener avec de la part de la direction, non. De mettre des joueurs dans un loft, c'est un manque d'audace, mais pas possible. Parce que pourquoi un manque d'audace? Un manque d'audace de la part de la direction de venir en face de ces joueurs-là, de les prendre 1 an, 3-4 mois avant la fin de saison, parce que tu sais ce que tu prépares. Par exemple, quand Bielsa va venir à Lille, tu sais à quoi va ressembler à 80% ta saison prochaine. Tu as de nouveaux joueurs, tu as un nouveau mercato, tu as un nouveau coach. Voilà les joueurs qui vont rentrer en compte. Voilà, avec les discussions que tu as eues avec ton coach, de quoi il en a besoin. Et à partir de ce moment-là, François, pourquoi tu vas pas prendre les joueurs que tu comptes mettre dans un loft pendant tout l'été, au lieu de les briser moralement, psychologiquement, d'aller les voir et de les proposer des contrats à ce moment-là, faire un travail véritable avec des agents? Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Ça aurait réglé le problème des lofts, et je pense que on est en train de se mettre dans un faux problème, et comme la Ligue 1 en trouve très souvent, c'est dommageable pour le foot français. Voilà, c'est dommage. Moi, je trouve pas que ce soit quelque chose d'absolument infamant là. C'est loft où tu les réunis et puis c'est pas une nouveauté. C'est vrai qu'on en parle, mais tu peux prendre Marseille en 2014, ce qu'avait déjà fait Bielsa, Fanny, Sougou, il y avait Khalifa, ni me faire du souci pour eux. Bien, on vous pose la question, nous. On vous pose la question. Parce qu'ils gagnent confortablement leur vie. Moi, je réfléchis que le salaire moyen en Ligue 1, il est de 43 000 euros brut. Moi, il faut juger un footballeur sur le fait qu'ils gagnent beaucoup. On ne va jamais les juger, tu vois. Non, mais on parle d'une dimension professionnelle. Oui, mais ils sont dans une situation professionnelle où ils sont très mal à l'aise. Moi, c'est dans ce sens-là que j'essaie de trouver une solution. Mais c'est pas parce qu'ils sont bien payés. Ça ouvre quand même un débat, François. J'ai pas dit le contraire. Tiens, on vous pose la question sur le Twitter de l'After. Que pensez-vous du principe de faire des lofts avec des joueurs pros indésirables? Vous nous dites qu'à 56% c'est un manque de respect. On pose la question à Rémi, supporter de Saint-Etienne, qui a fait le 32-16. Salut Rémi. Respect dans le foot. Bonsoir. Salut Rémi. Qu'est-ce que t'en penses toi de ces lofts? Est-ce que ça te scandalise outre mesure ou alors pas du tout? L'exemple de Saint-Etienne est assez intéressant parce que donc là on a un nouveau coach qui est arrivé, Garcia, et justement il a sorti du loft 2 joueurs, Tanan et Dabo, qui a marqué ce soir d'ailleurs Tanan. Tanan a fait une passe décisive à la croix. Ah, pourtant il est comme buteur. Non, il est pas buteur, mais Dabo très est bien buteur. Monsieur. Donc, en tout cas, il a sorti ces 2 joueurs du loft. Il compte de nouveau sur Bamba, qui était plus ou moins, qui avait été prêté par Galtier. Donc voilà, le loft, c'est dans les 2 sens. Alors par contre, il y en a qui ont fait le voyage inverse. Là, effectivement, Clément, Roux, Poloma.
Un manque de respect pour ses joueurs, non, je pense pas. Je pense que voilà, Garcia, il a besoin d'appliquer très vite ses principes de jeu, de faire passer très vite ses messages, et il peut pas partir en stage avec 20-30 joueurs, quoi. Donc il veut que ce soit précis. Il a fait ses diagnostics. Jusque là, ces diagnostics, ils ont l'air plutôt bons et plutôt étonnamment pertinents, quoi, en si peu de temps. Et voilà, Clément, c'est compliqué depuis un certain temps, même si c'est un joueur plutôt sympa. Roux, Poloma, c'était plus un problème ou Jorginho d'ailleurs, même la recrue de l'an passé, plus un problème de niveau en fait. Enfin, on les a vus à l'œuvre. Moi, je veux bien qu'on dise un joueur s'il est nul ou s'il est pas bon, plutôt tant pis, on s'en sépare et on va faire le forcing. On va faire le forcing pour s'en séparer. Mais il y a quand même un double discours, enfin une espèce de manichéisme, c'est-à-dire que dès qu'un joueur fait le forcing pour se barrer d'un club, on lui jette la pierre. Par contre, quand un club fait le forcing pour se séparer d'un joueur, là il faudrait presque dire amen, c'est le monde de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Je suis désolé, c'est exactement la même situation, quoi. C'est ce que je disais à François tout à l'heure. C'est pas parce qu'ils gagnent qu'ils sont pas à plaindre. Enfin, et s'ils gagnent, c'est parce qu'ils sont professionnels aussi. Ils ont réussi à le devenir. C'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il faut voir le monde amateur qui veut devenir professionnel et le nombre de licenciés qui ne deviennent pas. Donc moi, je sors ce critère-là de mon jugement et je regarde juste le monde de l'entreprise et la façon de manager des clubs. Et à partir de ce moment-là, je me mets à la place d'un joueur qui, à la fin d'une saison, aurait pu avoir une discussion honnête. À partir de moi maintenant, si les clubs nous disent voilà, écoutez, nous on a eu des discussions avec tes joueurs-là qu'on a mis aujourd'hui dans le loft, ils n'ont pas voulu partir, ils ont voulu forcer la situation, on les met dans un loft, ok, à partir de ce moment-là, qu'ils assument leur situation. Mais du moment où tu as des joueurs sous contrat et que tu n'as pas voulu, ou en tout cas tu n'as pas osé aller leur dire pour les libérer, et que tu les mets dans cette situation, moi je pense que psychologiquement avec leur famille, c'est quand même pas facile à gérer, et l'entourage, je suis pas d'accord. Moi l'aspect, alors que ce soit l'aspect financier, et pire que ça, que ce soit l'aspect concernant la morale de l'entreprise, ou voire la morale du joueur et de son agent, alors moi là-dessus, je m'en fiche totalement, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il n'y a ni du côté des joueurs ni du côté des clubs des leçons à donner et à recevoir. Si il y avait un milieu où le respect et la morale étaient respectés, ce serait n'importe quel milieu sauf le football. Donc les joueurs avec leurs caprices, pour être sympa quand je dis caprices, et les clubs à côté qui prennent pas la bonne manière d'annoncer ou de pas annoncer, je vais pas moi en plus jouer les perles à morale en disant ça devrait pas se faire comme ça devrait se faire comme ci. C'est un monde où le foot en coulisses, c'est l'école de l'injustice. Les caprices, on les accepte pas. Je dis pas que attention, c'est bien, c'est pas bien, mais franchement, des deux côtés, il y en a pas un pour tirer l'autre vers le haut. Maintenant, quand c'est dit clairement, évidemment, c'est mieux. Je pense qu'à Saint-Etienne, ils auront dit les choses clairement. Si c'est pas dit clairement, voilà. Après, encore une fois, ils sont pas à plaindre, ils rebondiront, ils ont la santé pour eux et pour la plupart d'entre eux, encore assez jeunes pour trouver un contrat ailleurs. Bien, on remercie Rémi d'avoir fait le 32-16, le résultat du petit sondage qu'on avait fait sur le compte Twitter de l'After. À 56%, vous pensez que c'est un manque de respect, de mettre ces joueurs indésirables dans un loft. Messieurs, c'est l'After, mais on parle d'athlétisme ce soir. On parle d'athlétisme. On va la voir après, t'inquiète pas. Chose promise, chose due, je t'avais dit, ce qui peut se faire à 21h40 peut aussi se faire à 22h. Mais on va retrouver Nicolas Jamin à Marseille parce qu'il y a les championnats de France d'athlétisme en ce moment. Salut Nico. Salut Arnaud, salut à tous, salut François. Salut Nico. La soirée se termine, je crois, en ce moment. Exactement, sur le 1500 traditionnel, 1500 mètres du décathlon. Les dieux du stade, comme on les appelle, finissent sur les rotules. C'est terrible à voir, mais ils sont heureux, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Sinon, c'était la soirée importante de ces 3 jours des championnats de France ici à Marseille. Les finales des 100 mètres masculins et féminins, sans surprise, en l'absence de Jimmy Vico, recordman de France, c'est Christophe Lemaitre qui s'est imposé en finale du 100 mètres. Un temps moyen, voire médiocre. 10 secondes 34 centièmes pour Christophe Lemaitre qui devait passer sur les 10 secondes 10 pour accrocher les minima pour les championnats du monde de Londres en août prochain. Victoire chez les filles sur le 100 mètres également de Carole Zaï. Là c'est plus intéressant puisque elle a 23 ans, elle a démarré l'athlétisme il y a 6 ans.
à l'âge de 17 ans. Elle s'impose en 11 secondes, 13 centièmes. Elle passe son record personnel. Et surtout, voilà, elle est sûre d'aller à Londres également. Et quant au triple saut, victoire du champion de France en salle. Il est également donc désormais champion de France en plein air. C'est Jean-Marc Ponviane avec un bond à 17,13 m. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces informations d'athlétisme, tout l'athlétisme que vous pouvez suivre, notamment la Ligue de Diamant sur SFR Sport. Messieurs, l'after continue dans une petite minute. François Manardo, Alpha Baldé, on sera avec Gaël Angoula au bout du fil qui va nous raconter sa reconversion assez rare entre joueur professionnel et arbitre de foot. A tout de suite dans l'after.